Au moment de la libération, les soldats d'Afrique, les tirailleurs en particulier, furent acclamés en héros, partout où ils passaient, de la Méditerranée au Rhin, par des populations que les privations, les humiliations et les répressions de l'occupant avaient beaucoup meurtries. Mais une fois la guerre terminée, ces combattants de la liberté, revenus en Afrique, vont subir à leur tour humiliation et injustice. Nous avons défendu notre peau et les autres. Vous voyez? Donc, nous, on devrait nous considérer. On nous a humiliés d'ailleurs. Ça, je veux dire le mot, humiliés. Parce que on a été avec eux, au feu, au débarquement, partout, jusqu'en Allemagne. Mais après la guerre, on nous a oubliés. On nous a oubliés. On nous a oubliés. Une fois au pays, se posa le problème du règlement des soldes et indemnités de guerre dus à ces soldats. C'est dans ce contexte que la révolte des tirailleurs sénégalais du camp de Thiaroye a eu lieu. Dans la matinée du 1er décembre 1944, plusieurs unités, issues du 1er et du 7e régiment des tirailleurs sénégalais, et celles du 6e régiment d'artillerie coloniale, appuyées par la gendarmerie, ouvrent le feu sur leurs camarades africains, à peine réveillés. Officiellement, on a dénombré 35 morts, 35 blessés graves, une centaine de blessés. Il y a eu 34 arrêtés qui ont été par la suite jugés et condamnés entre 1 an et 10 ans de prison. Ça a été une situation catastrophique, mais compréhensible, on peut l'expliquer. Puisque ces soldats revenus de la guerre, qui ont une nouvelle conscience, qui risquent de se diffuser dans la population et qui revendiquent, constituent pour l'autorité coloniale qui cherche à maintenir le statu quo un danger potentiel. Dans la même logique que celle qui a conduit au massacre de Thiaroye, les pensions des anciens militaires africains ont été cristallisées à leur niveau de 1959 par les autorités françaises. En effet, avant 1959, le solde des anciens combattants africains était identique à celui de leurs camarades français, même si une discrimination existait déjà entre tirailleurs et originaires des 4 communes du Sénégal. En 2002, au Sénégal, la pension semestrielle d'un tirailleur s'élevait à moins de 58 000 francs CFA. Quant à celle des originaires des 4 communes, elle n'excédait pas 75 000 francs CFA, à peine le tiers de ce que touche un ancien combattant français. Là, c'était cristallisé depuis 1959. Hein? Alors, depuis lors, les pensions, non seulement les pensions des anciens combattants, des anciens militaires, mais tout ce qui était de la France d'outre-mer. Il y a quelque temps, on était 40 000. Mais maintenant, si on te met, on n'est même pas 20 000, 8 000 et quelques. Il n'y en a pas. On a 2 milliers. Ça, c'est l'intérêt de la France, c'est ce qu'ils cherchaient. C'est qu'elle cherchait, la France. Maintenant, commencez à payer. Payer. Mais, quelle façon de payer? On ne peut pas. Et ce sera très dérisoire ce qu'on appelle par rapport à ce qu'ils nous doivent, eux. Le cas le plus significatif et le plus parlant de ces longues années de lutte devant les tribunaux est sans aucun doute celui de M. Amadou Diop, décédé alors que son dossier était pendant devant le Conseil d'État. Au final, le Conseil d'État français rendra une décision en faveur d'Amadou Diop. Mais ce dernier ne touchera jamais sa pension, pour laquelle il s'est toujours battu. Pendant la guerre, quand les balles crépitaient, il n'y avait pas de régime de vie, je ne sais pas quoi. Il n'y avait pas de blanc et de noir. Et plutôt, c'est plutôt les noirs qui succombaient. Même pendant la captivité. Même pendant la captivité. Les privations, on ne peut pas tout raconter. On ne croirait même pas.
Si on racontait ce que nous avons vécu dans les camps de concentration, on ne croirait pas. Hein. Ah non, que les gens vivaient avec le gazon. On est arrivé jusqu'à bouillir le gazon. Des chats qui circulaient, des chiens, non, par question. Une chose est sûre, dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, très peu de place a été réservée à l'histoire des tirailleurs sénégalais. Rien, ou presque, ne témoigne de la présence déterminante de l'Afrique dans la libération de la France. Il me paraît important que par devoir de justice, la France ait conscience qu'elle nous doit une réparation, qu'elle a une dette morale vis-à-vis de nos ancêtres et des populations que nous représentons. Il ne faut pas que ça s'exprime uniquement à travers des discours éloquents. Il faut que ça s'exprime dans les actes. Il faut que les livres d'histoire soient réécrits. En tout cas, une question s'impose. Comment faire pour que les générations actuelles comprennent et s'approprient ces combats d'hier afin de mieux relever les défis que leur posent les enjeux d'aujourd'hui et de demain? À la place des oublis et des indiscrétions qui entourent ce volet de l'histoire franco-africaine, devrait se substituer une connaissance intégrale et impartiale de l'histoire de la libération. Par ce biais, les enfants européens et africains seraient mieux à même d'appréhender comment leurs parents ont eu à partager, ensemble, dans la douleur mais aussi dans la joie, l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire du XXe siècle. Qu'on reconnaisse que le monde aujourd'hui, que nous avons joué notre rôle, nous avons contribué. Et ça peut être à la base de nouveaux rapports. Parce que nous sommes marginalisés dans ce monde. Nous sommes à la périphérie, n'est-ce pas, de l'évolution économique du monde. Peut-être pas, ce n'est pas fait de façon consciente et planifiée, je ne crois pas. Mais c'est l'évolution historique même, qui n'est pas tellement bien contrôlée, qui a fait que nous, aujourd'hui, nous sommes en marge. Et à mon avis, cela est inacceptable. Non seulement c'est inacceptable sur le plan humain, c'est la raison pour laquelle nous nous battons, n'est-ce pas, avec le NEPAD et autres, pour justement reprendre notre place. Le 23 août 2004, pour la première fois dans l'histoire, un chef d'État africain, Maître Abdoulaye Wade, institue une journée célébrant ces soldats oubliés de la Seconde Guerre mondiale. Le 30 mars 1966 s'ouvre à l'Assemblée nationale du Sénégal, en ouverture du premier Festival mondial des arts nègres, le colloque sur la fonction et la signification de l'art nègre dans la vie du peuple et pour le peuple. Cette rencontre, présidée par Senghor, regroupe des intellectuels noirs venus du monde entier pour célébrer l'affirmation de la culture noire. M. Alioune Diop, fondateur de Présence africaine,
et président de l'Association internationale du festival, qui prit le premier la parole, rappellera, je cite, « C'est délibérément que nous avons tenu à susciter cette confrontation. Dans la confrontation culturelle mondiale, il ne saurait s'établir d'impérialisme tyrannique. » Aimé Césaire, un des pères de la négritude, lancera un appel pathétique aux responsables politiques africains en leur disant « L'art africain, qui est dans l'homme, dans l'émotion de l'homme, dans sa saccade, sera et vaudra ce que sera et vaudra l'homme africain de demain. » C'est dire que nous vous demandons de nous faire une bonne Afrique dans laquelle nous aurons des raisons d'espérer, des raisons d'être fiers. L'assistance fera un véritable triomphe à Aimé Césaire, dont elle a scandé le nom pendant quelques minutes. Trois groupes de travail seront mis en place pour plancher sur les différents thèmes retenus par le colloque. En fin de journée, les participants au colloque se retrouvent dans le hall de l'Assemblée pour l'inauguration d'une grande exposition de livres. Le lendemain, 31 mars, le président Senghor inaugure les expositions du Nigeria, terre des civilisations antiques et médiévales. 3 expositions de ces pays vedettes du festival s'ouvrent sur l'artisanat à l'Hôtel de Ville, sur l'art traditionnel au Musée dynamique de Soumbédioune et sur l'art contemporain au Palais de Justice. Expliquant le choix du Nigeria comme pays vedette à ce festival, Senghor dira qu'il ne s'agit pas de raisons politiques, mais uniquement de raisons culturelles qui tiennent à l'art nigérian. De toutes les sculptures africaines connues, auxquelles il est possible à coup sûr d'attribuer plus de 100 ans d'âge, les 9/10 proviennent probablement du Nigeria. C'est l'art nigérian qui nous offre l'histoire et partant, l'évolution la plus longue parce qu'elle couvre 2500 ans. L'art nigérian est en fait un microcosme de l'art africain. Le Théâtre national Daniel Sorano sera le lieu le plus couru du festival. Et ce n'est pas un hasard, car là se déroulent toutes les manifestations de danse, de théâtre, de musique, de chant et de poésie. Sur la scène du Théâtre national Daniel Sorano vont se succéder les artistes venus de tout le monde noir. Duke Ellington, grand nom du jazz américain, gratifiera le public du festival de 2 concerts, à Sorano et au Stade de l'Amitié, devenu plus tard Stade Demba Diop. Le 15 avril, en plein milieu du festival, le Sénégal accueille dans la ferveur et l'enthousiasme le plus ancien des chefs d'État africains, le premier d'un pays de 4000 ans de civilisation africaine et d'indépendance, Sa Majesté Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie, venu en visite officielle de 4 jours au Sénégal. Après 3 semaines, pendant lesquelles les Africains et leurs frères de la diaspora ont magnifié l'art africain et croisé le fer au niveau des concepts et des idéologies, le rideau tombe sur le premier festival mondial des arts nègres.
Joal. Je me rappelle. Je me rappelle les cignards à l'ombre verte des vérandas. Les cignards aux yeux sur Ayel comme un clair de lune sur la grève. Je me rappelle les fastes du couchant où Koumodofène voulait faire tailler son manteau royal. Léopold Sédar Senghor est né ici, à Joal, en pays sérère, en 1906. Issu d'une famille appartenant à la bourgeoisie locale, Senghor passera une enfance plutôt heureuse entre Joal et Guilor, village d'origine de sa mère. D'ailleurs, son œuvre poétique est très imprégnée de ses premiers souvenirs. Je me rappelle la danse des filles nubiles. Les chœurs de lutte, oh, la danse finale des jeunes hommes, buste penché, élancé, et le pur cri d'amour des femmes. Corsica. C'est au séminaire, à Ngazobil, chez les pères spiritains, que Senghor entame ses études. Il y séjournera pendant 6 ans, avant de rejoindre le collège séminaire François Liberman, à Dakar, puis le cours secondaire de la rue Vincent, qui s'appellera plus tard le lycée Van Vollenhoven. Le bac en poche, Senghor obtient une demi-bourse de l'administration coloniale pour se rendre à Paris, où il intègre le lycée Louis-le-Grand, puis la Sorbonne. Senghor a alors 22 ans. C'est le début de sa véritable rencontre avec la culture littéraire française. 7 ans plus tard, en 1935, Senghor est reçu à l'agrégation de grammaire, devenant ainsi le premier Africain titulaire de ses diplômes. Il sera affecté au lycée où il enseignera jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est très tôt que Senghor manifestera un intérêt particulier pour la poésie. L'histoire commence par la rencontre de 2 autres écrivains noirs, le Guyanais Léon Gontran Damas et le Martiniquais Aimé Césaire. Avec eux, Senghor fonde en 1934 une revue contestataire, L'Étudiant Noir. Ensemble, ils lancent l'idée qui va profondément modifier le concept de la culture africaine. Si la poésie de Senghor est d'expression française, son inspiration est essentiellement négro-africaine, comme il le dit lui-même. En 1935, j'ai brûlé tous les poèmes que j'ai écrits jusque-là parce qu'ils avaient été trop influencés par la poésie française. Ce n'est qu'en 1945 que j'ai pu venir au Sénégal pour faire une enquête sur la poésie populaire sérère. J'ai recueilli donc une centaine de poèmes chants et j'ai analysé les styles, n'est-ce pas, les langues, l'harmonie, le rythme, etc., etc. Et c'est à partir de ces éléments de l'esthétique négro-africaine, n'est-ce pas, que je me suis mis à écrire une nouvelle poésie. Ce que Senghor nomme son royaume d'enfance occupe une place de choix dans sa poésie. Dans ses différents recueils, Chants d'ombre, Hostie noire, Éthiopique, Nocturne, Lettres d'hivernage et Élégie majeure, Senghor se rappelle des veillées au foyer, de la douceur maternelle, des chœurs de lutte, des danses de jeunes filles et garçons, ou encore des rhapsodies des griots. Autre thématique majeure de l'œuvre poétique de Senghor, l'amour, le métissage, mais aussi la femme, support plastique de l'évocation de sa terre natale, de sa négritude. Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté,
J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandait mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise. Étrangement, Senghor n'écrira jamais de poème dans l'une des langues africaines qu'il connaît pourtant si bien. Certains le lui reprocheront, d'autres iront même jusqu'à se demander s'il est blanc ou noir, africain ou européen. Peut-être était-il l'un et l'autre à la fois.